C'est vrai que le challenge a rendu le poste intéressant et m'a Mhm. pas donné envie de partir. Je Ouais. pense que mais il y a eu débat, comme dans toute expérience professionnelle, à un moment quand on était sous-staffé, qu'on avait, des missions, on voit pas le jour, hein. Moi, des fois, je commence à 8 heures et je finis, le travail à 19 heures, ce qui est pas les horaires ce sont pas les horaires C'est classiques du vrai. Bien fonctionnaire. sûr. Surtout en hiver, c'est pire. Parce qu'à 8h, il fait nuit, à 19h, il fait nuit noire. Exactement Ouais. ben, ça crée aussi ce trouble. On se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Est-ce que je serais Mhm. pas mieux aller ailleurs et puis vendre mes compétences ailleurs et peut-être doubler mon salaire?» Mhm. Plutôt que de toujours m'accrocher sur ce poste-là dans la fonction publique et continuer à mais en fait, je pense que j'aime profondément ça, cet engagement-là, je l'aime profondément. Ça tombe bien que tu abordes ce sujet-là parce que moi, j'allais justement plonger dans les stéréotypes qu'on a de la fonction publique, dont un qui est celui de la rémunération. Ça paye pas. C'est ça. Donc, comment ça se fait que tu as cette motivation-là? Parce qu'on ne va pas se mentir, le nerf de la guerre aussi, il n'y a pas que ça, mais l'argent fait partie. Donc, comment tu arrives à avoir cette motivation-là de se dire, ben, je ne gagne pas des masses, mais mon poste me plaît et je reste quand même? Ben, en fait, je pense que c'est une addition de plein de choses. D'accord. Je pense que déjà, il y a le terrain de travail qui est très agréable. Moi, mon bureau, il est au milieu du jardin botanique de Paris-Saclay. Wow. Et des fois, de temps en temps, on est là, on parle, on dit, ah, regarde, il y a un écécureuil, ah, t'as vu l'écureuil? Ah, Ou t'as vu la biche? pas mal, hein? Des biches, bon, les sangliers, c'est moins. Bon, on On en est moins voit, fan. mais on est moins rassurés. Mais voilà, en fait, on a un cadre déjà qui est très sympa. Après, moi, j'ai une équipe avec laquelle j'ai quasiment la même équipe depuis le début. J'ai eu D'accord. très peu de turnover. Et même les collègues qui ont quitté mon pôle, on est toujours en contact. Ok. Donc, j'ai quand même ce lien avec mon équipe. Après. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Mais c'est aussi l'ensemble des hommes et des femmes qui chaque jour y engagent leur vie. Quelle est la réalité concrète de votre quotidien? Quels sont vos défis et comment les relevez-vous? Le Canap Parcours vous donne la parole. Bienvenue. Hello Yann, Hello Agathe. comment vas-tu? Ben, ça va très bien, et toi? Oui, très bien. Écoute, je suis assez contente aujourd'hui parce que on assiste à un énième épisode du parcours. Ouais. Et j'aime bien celui-ci parce que quand j'analyse la plupart des parcours qu'on a fait, la plupart des personnes qu'on a reçues étaient plutôt axées challenge, des chefs d'entreprise, des gens qui se surpassaient et qui avaient envie de changer, d'innover, de se transformer dans leur vie professionnelle. Oui, c'est vrai que même quand on a reçu, on va dire, une de tes collègues pro Oui. de la RH et tout, c'était plutôt des gens qui bougent. On va dire, c'est des puces qui sautent un peu partout, qui cherchaient du challenge un peu partout, oui. Ok. Et aujourd'hui, on reçoit Cathy qui va se présenter et qui est en fait aux antipodes là, de ses idées. Donc, moi, je suis ravie de la rencontrer aujourd'hui et de faire en sorte qu'elle puisse nous exposer son point de vue. Eh bien, super, allons-y. Salut Cathy! Salut Agathe, salut Yann. Écoutez, donc moi, je suis Cathy. D'accord. Je vais donner mon âge. Mais Non, écoute, on dit que les femmes ne donnent pas leur âge, hein? Allez, non, je suis Cathy, j'ai 40 ans. D'accord. Et, ça se voit pas, Cathy. Je préfère te le dire. Merci. Et donc, je suis responsable de la formation du personnel à l'Université Paris-Saclay D'accord. depuis décembre 2014. Ok. Donc, ça fait 12 ans Mhm. que je suis dans le même établissement. Alors, en quoi consiste ton travail? Alors, moi, mon travail, donc, en tant que responsable du pôle de formation des personnels, donc, je fais le pilotage des actions de formation à destination de toute la population de l'établissement Paris-Saclay. Donc, il faut savoir que on a une population qui est assez conséquente. On a des enseignants-chercheurs, des administratifs, on a des astronomes, des médecins. Et toute cette population-là doit quand même s'ils ont souvent un background, pour ceux qui sont dans le scientifique et dans l'enseignement, déjà très pointu, et souvent ils ont besoin, comme tout le monde, de compléter leurs compétences avec des actions de formation. D'accord. Donc moi, mon pôle a
a pour objectif et pour mission de permettre en fait à l'ensemble des agents de la population de Paris-Saclay de se former et de continuer à rester employables, efficaces et de pouvoir répondre à leurs objectifs. Ah, très Franchement, bien. intéressant. Hein, Ouais. intéressant. Moi, j'aime bien ce type de département-là parce que pour moi, c'est central dans toutes les organisations, dans la mesure où ça permet justement à la population Tout qui à est fait. présente de rester à jour, de rester à la page, quoi. C'est-à-dire que on se laisse pas dépasser, on continue d'apprendre, on continue de se développer. Et Tout à fait. pour moi, c'est vraiment essentiel et souvent dans les entreprises, ça manque ça. Ça manque. Et souvent, nous, on est confrontés à ça parce que nous sommes du service public, donc on a une mission qui est différente des entreprises, parce que les entreprises ont une obligation de résultat. Nous, on a une obligation très forte de moyens. Et le résultat, c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment toujours une grande gratification pour les agents. Et souvent, dans ces parcours-là, la formation, c'est pas vu en premier comme un élément stratégique ou d'accompagnement. Oui. Mais c'est au fur et à mesure du temps. Les technologies évoluent, les réglementations évoluent, la population évolue. Et là, maintenant, ça fait à peu près 5 ans qu'on a remis la formation au centre de la stratégie de l'établissement. Super. Et que là, réellement, on voit qu'il y a cet attrait-là. Donc là où avant, nous, on allait les chercher en disant « Non, mais attendez, on peut vous financer ». Maintenant, c'est eux qui viennent vers nous. Qui viennent. Ah, Tu vois. génial. Franchement, intéressant. Pas mal, hein. Intéressant. Ça Moi, nous j'aime parle, bien. ça nous parle. Ça nous parle bien par rapport au projet, aux choses qu'on essaie de développer autour des compétences Ouais. et tout. Et C'est donc, central. franchement, très intéressant. Et que je profite toujours de ces épisodes-là pour sensibiliser des gens. Ouais. Si vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez pas ce type de pôle, prenez exemple. Franchement, Parce que c'est très important de développer, de continuer de développer les compétences, Toujours. les connaissances de votre population salariale, de tous vos collaborateurs. C'est très important. Et surtout ne pas rester sur ses acquis. Toujours. Ouais. Mais alors, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ce métier-là? Non. Non. J'aime bien cette franchise. C'est direct. Non, moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Ok. D'accord. J'ai C'est fait... un peu loin. pas tant que ça. J'ai fait des études de droit. Ouais. Mais déjà, je pense que j'étais pas assez assidue. Donc ça, c'est problématique. Ouais, c'est vrai que le droit. Et donc, j'ai quand même été jusqu'à la licence 2. Ok. D'accord. Mais en droit, il faut savoir que moi, je commençais à m'intéresser aux ressources humaines, mais ce n'est qu'une mineure du Master 2. Et en fait, déjà que moi, la licence 2, ça me semblait long, parce qu'en droit, il y a beaucoup de matières Ouais. qui sont... je suis pas du tout... c'est mon avis à moi, mais il y a des matières qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres pour certains. Moi, j'aimais bien tout ce qui était droit privé, droit de la famille, droit pénal. Et en fait, il faut quand même faire avec de l'économie, de la loi de finances et tout ça, qui ne sont pas du tout ma tasse de thé. Et donc, du coup, quand j'ai compris que c'était long, j'ai passé ma licence 2. Et après, je me suis dit, on va arrêter là. Mhm. Et c'est là que j'ai intégré une école, donc le IMP, je ne sais pas si on peut donner le nom. Oui, pourquoi Bien sûr, pas, oui. Voilà. Et du coup, que je me suis rentrée dans un parcours en ressources humaines. D'accord. Avec au début une préférence pour le recrutement, Ouais. parce que le recrutement c'est dynamique, on bouge, on voit des gens, Ouais. on a l'impression qu'on est vraiment au cœur du volcan, il faut toujours Exactement. éteindre des feux, etc. Et c'est à force en ayant une première expérience dans un cabinet de formation que j'ai compris qu'en fait finalement la formation c'était vraiment aussi très intéressant et très important. Donc au début je vendais de la formation, donc on est le côté, on a un organisme, on produit de la formation, on la vend, donc il faut la rendre attractive, il faut savoir à qui on s'adresse, il faut savoir bien créer un programme et en fait se mettre à la place de la personne qui va suivre la formation. Ouais. Et ensuite, j'ai intégré donc une entreprise qui s'appelle le groupe Moniteur, où là par contre j'étais au sein de la DRH, donc je commençais en fait, c'était les débuts de l'assistanat formation et là je voyais qu'il fallait répondre à des besoins. Donc c'est différent le switch quand on commence par se dire que on vend de la formation parce qu'on vend un produit et en fait après on comprend que non, il y a un besoin. Exact. Et comment on identifie le besoin. Donc voilà. Mais au début non, moi Super. j'étais partie pour être juriste. Moi je comprends parce que je pense que moi j'ai jamais été très fan aussi de
Ça va être de ces filières très importantes, parce que dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes quand même dedans. Mais par exemple, je sais que moi, si j'avais dû faire du droit, Faut aimer, hein. voilà, je pense que j'aurais été un très mauvais élève. J'aurais peut-être eu la force d'aller jusqu'au bout par obligation, parce que les parents, parce que... Mais j'étais pas très fan. Mais dernièrement, je dois dire que j'ai commencé à lire des trucs, surtout pour un épisode de podcast. Là, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, ça peut être intéressant ce truc. C'est hyper intéressant, mais il faut vraiment avoir le temps. En fait, le droit, là maintenant, je me dis, pourquoi pas, je reprendrais en auditeur libre, juste suivre des cours, mais pas avoir de partiels. Parce que bon, les partiels, c'est stressant. Mais vraiment, parce que c'est très intéressant. Et même dans mon métier aujourd'hui, je vois qu'au final, c'est hyper intéressant de savoir bien lire un texte de droit, un texte législatif, un décret, qu'est-ce qu'on a aussi, des arrêtés, des circulaires. Voilà, ça c'est hyper important de savoir le faire. Donc là, maintenant, je me dis merci, j'ai souffert en droit, mais ça sert aujourd'hui. Ça sert aujourd'hui. Voilà. Clair. Ok, d'accord. Et donc là, tu étais au sein d'un organisme de formation, c'est ça? Ou au début? Au début? Oui, au début, j'étais au sein d'un organisme de formation. D'accord. Un petit organisme de formation. Et en fait, on n'était pas nombreux. On était beaucoup à être étudiants. Ok. Et il fallait faire tout du sol au plafond. Alors, ça peut faire peur parce que quand on arrive et qu'on est alternant, déjà, on a une précarité. Hein, on ne gagne pas beaucoup. Et on se retrouve quand même confronté à un milieu où on doit produire, on doit travailler comme un employé, un salarié. Eh oui. Alors qu'on est encore dans les études. Décidément, on a fait un épisode sur ça aussi. Et que 4 jours par semaine, moi j'étais à l'école, j'étais à l'entreprise et j'avais qu'un seul jour d'école. Donc c'est vrai que c'était difficile. Mais après, avec le recul, c'était quand même un beau challenge parce que on apprend beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai appris en fait la rigueur. J'ai appris tout ce qui était tout ce qui était budgétaire. J'ai appris l'édition des documents. En fait, j'ai appris aussi la réflexion vers la vente. Pas simplement vendre de la formation, mais comment on la conçoit, sur quelle base on la conçoit. Et c'était très, très intéressant. D'accord. Parce que de nos jours, on entend souvent que oui, mais si je suis pas assez payée, le challenge, il vaut pas le coup. Mais là, en fait, il valait vraiment le coup avec le recul parce que ça a été quand même des mois difficiles. Hein, parce que je travaillais quand même à 2 heures, je faisais 5 heures de trajet par jour. Ah là, la motivation était là. Hein, exactement. Et c'était difficile. Mais au final, j'ai énormément appris. La résilience, c'est-à-dire que il faut y aller. J'ai pas d'arrêt maladie, je vais y aller. J'ai pas le choix, en fait. Super. Et c'est intéressant pour moi, là, vraiment cet aspect apprentissage qu'il y a dans l'alternance, là, parce qu'en même temps, c'est à ça que c'est censé servir. Bien sûr. C'est à ça que c'est censé servir. Et je trouve vraiment très bien que tu mettes l'accent dessus, que tu appuies dessus, qu'en dépit des difficultés que justement tu as pu rencontrer, c'était loin, c'est pas forcément bien payé. Également, il y a les cours derrière qu'il faut être en capacité de suivre. Quand même réussir à en sortir avec du positif, avec du vrai apprentissage, de vraies compétences, c'est très bien, c'est très intéressant et c'est vraiment ça l'objectif de l'alternance, je pense. Tout à fait, tout à fait. Parce que de nos jours, en fait, c'est vrai que nous, on envoie des alternants parce qu'on en prend quelques-uns et on finance leurs frais de scolarité. Et souvent, je leur passe ce message-là, je leur dis, mais vous savez même pas la chance que vous avez d'être dans une structure où vous pouvez apprendre. Et apprendre, c'est pas que du théorique, c'est pas mon cahier, mes cours, etc. C'est, en fait, j'apprends déjà la posture de salarié. J'apprends en fait la vision. Quelle est la vision en fait que je dois avoir, qu'est-ce que je dois fournir et en fait pour évaluer le chemin que je dois faire. Et là où de nos jours des fois, bon alors je dis pas pour tout le monde parce qu'on a quand même des alternants qui sont très battants, mais on en a certains aussi qui aiment tout ce qui est pré-mâché. Ils arrivent sur un poste, on leur dit tu t'assois là, ton code c'est ça, tu fais ça, tu commences là, tu vas écrire ça, t'écris en fait il n'y a pas ce processus de réflexion de se dire là je suis tout seul en fait là où je travaille on est tous dans la même situation. S'il n'y en a pas un qui arrive à trouver la solution en fait on va pas remplir l'objectif et on a un directeur au-dessus qui lui attend qu'on produise. Bien sûr.
Donc, Ok, voilà. c'est intéressant. D'accord. L'alternance, c'est aussi un biais de formation qui est très intéressant. Très, très intéressant. Moi, j'ai eu cette opportunité-là aussi, justement, dans ma dernière année en école d'ingénieur. Et bon, comme je dis, moi, je pense que j'ai toujours été très chanceux de ce niveau-là parce que je suis arrivé dans un institut de recherche où vraiment l'équipe où j'étais, tout le monde était disponible. Ils ont mis ce qu'il fallait à ma disposition pour que je puisse bosser. Et au sortir de là également, j'avais énormément appris parce que vu que du coup j'étais très motivé, donc j'ai pu toucher à plein de choses, travailler avec plein de gens et franchement moi c'est l'un des éléments du système on va dire universitaire de formation générale en France que j'apprécie énormément. Et bon, ce serait dommage que ça s'arrête, qu'il y a des rumeurs un peu bizarres, comme quoi, bon, il y a je crois qu'on a fait un épisode dessus aussi où il disait que les budgets, les subventions ont baissé. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas Elles n'ont pas disparu, mais elles ont baissé. Elles ont baissé, oui. Et puis en plus, c'est contraignant aussi pour les étudiants. Moi, j'ai fait après ma licence 2, toutes mes études, c'était que de l'alternance. Et je le regrette absolument pas. Bien sûr. Parce que c'est une chance qu'on nous donne. On est déjà en fait un pied dans l'emploi. Et en fait, du coup, tu vois tes cours différemment. Tu as un recul sur tes cours que tu n'as pas quand tu es juste en initiale et que tu t'assois et que tu as un prof qui te raconte des choses que c'est pas du tout réaliste pour toi. Et puis même des fois, tu as même un gap entre ce que tu fais réellement en cours et ce qui se passe sur le terrain. Exactement. Bien sûr. Et donc oui, je sais que alors, les subventions ont baissé, oui et non. Mais c'est la charge, je pense, qui reste aux entreprises qui est beaucoup plus conséquente. Et se permettre, enfin, c'est aussi, il faut voir de l'autre côté que c'est un effort aussi pour l'entreprise maintenant de prendre en fait quelqu'un en alternance. Exactement. Bon, j'espère que ça ne va pas décourager les entreprises de le faire parce que c'est un système qui est vraiment, je pense, positif pour les étudiants. Bien sûr. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé ensuite? Est-ce que tu es resté au sein de cet organisme-là? Non. Mais pourquoi? C'était trop loin. Ah oui, les 5 heures. C'était trop loin. C'est vrai. Et puis, j'avais envie de faire du recrutement. D'accord. Okay. Donc, j'avais pas oublié que j'avais cette envie de faire du recrutement. Donc, j'ai intégré un cabinet de recrutement qui venait tout juste d'être créé. Et ça s'est pas bien passé du tout. Je donnerai pas le nom. Oui, bien sûr. Et ça s'est pas bien passé du tout. À titre personnel ou c'était vraiment par rapport au système de l'entreprise? En fait, c'était les deux. Je pense que le directeur de ce cabinet-là avait des grosses attentes parce qu'il venait de créer son cabinet. Bien sûr, donc il avait certainement des grosses attentes par rapport à la réussite de son projet. Sauf que être un bon consultant dans une agence d'intérim ne veut pas dire qu'on est un bon formateur. Je suis d'accord. C'est vrai. Un bon leader. Un bon leader. Et ça ne veut pas dire qu'on est en capacité aussi de comprendre la réalité de celui qui est en face de nous. C'est vrai. Donc, je pense que c'était quelqu'un qui arrivait à comprendre la logique des personnes qui venaient en entretien, mais qui avait de trop grosses attentes sur la gestion du recrutement. Moi, j'étais encore à l'école, je sortais de la formation. Ça s'est pas bien passé du tout. Et ça m'a plus ou moins déçue. Mais ça m'a permis de retourner en formation. D'accord. Donc voilà. Ok. Et donc au sein du groupe Moniteur. D'accord. Donc le groupe Moniteur, c'est une structure qui produisait à l'époque, c'était il y a longtemps, un magazine qui s'appelait Groupe Moniteur, où en fait ils informaient sur tout ce qui concernait l'immobilier, la construction. D'accord. Donc ils avaient même un salon de l'immobilier qui était sponsorisé par le Groupe Moniteur. Et donc dans cette structure, moi j'étais au service. Alors j'ai pas envie de dire DRH, même si c'est la DRH, parce je trouvais que c'était très intelligent ce qu'ils avaient fait. Ils avaient un directeur des relations sociales et une directrice des ressources humaines. Ok. D'accord. Et donc moi, effectivement, j'ai dépendais de la directrice des ressources humaines. Et donc j'étais dans le pôle qui faisait la formation et le recrutement. Super. D'accord. Donc je faisais un petit peu des deux. Parfait. Et c'était super intéressant aussi de voir comment on alliait. Là, j'ai eu la vision sur tout l'onboarding. C'est-à-dire qu'on recrute, on forme, on intègre. Et c'était très intéressant d'avoir ce mécanisme entre je recrute et comment je forme derrière. C'est très intéressant. Et on avait aussi les formations pour les commerciaux. C'est là qu'on se rend compte de la réalité d'un commercial. J'ai découvert qu'on pouvait former les commerciaux sur la conduite sous la pluie. Ça paraît...
Bien Bon, sûr. après, oui, c'est vrai que s'ils doivent se C'est son déplacer en itinérance. Exactement. voiture et tout, Et Exactement. quand on le dit comme ça paraît totalement hors sol. Mais en fait, on se rend compte que oui, Bien c'est une sûr, réalité. Ils conduisent exact. tous les jours, il faut Ouais, qu'ils ouais. soient en sécurité. Exact. Donc c'est du réglementaire, c'est de la sécurité. Ouais, C'est vrai. ouais. C'est Et, vrai. et c'était vraiment très très intéressant. C'était une Super. très bonne expérience avec une équipe qui était pas très grande, mais vraiment, vraiment une très bonne équipe avec des personnes vraiment très impliquées dans leur fonction. Ok. Et ça m'a confirmé ce souhait de continuer en formation. Ah, très Et bien. après, donc, je suis repartie en formation Ok. dans un organisme qui s'appelle la CET D'accord. et qui dépend de la Caisse des dépôts. Ok. D'accord. Et donc là, ça y est, je mettais un pied dans le public. C'était du semi-public. Ça commence là. Ça commence, petite équipe Ouais. aussi, avec beaucoup de missions. Et c'est vraiment un organisme auquel on ne pense pas. Mais par exemple, la CET, c'était aussi de l'immobilier parce Ouais. qu'ils travaillaient avec tout ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte, donc ils construisent des grands ensembles dans Paris. D'accord. Et notamment, on a travaillé avec la société qui a refait le chantier des Halles, tous les Ok, Halles, voilà. je vois. D'accord. D'accord. Donc, et là, il fallait vendre de la formation. Et dans le bureau où j'étais, il y avait la responsable formation pour le personnel. Mhm. Et moi, j'étais sur l'organisme de formation. Il fallait vendre de la formation. Ok. Et là, c'était quelque chose de différent par rapport à la première expérience parce que là, j'ai appris autre chose. Parce que c'est bien, à chaque fois, on apprend un petit Mhm. peu. Ouais. Et là, par exemple, j'ai appris comment est-ce qu'on calcule des frais pour vendre de la formation, ce que je ne savais pas avant. Ok. Et donc, on a ce calcul-là, on prend en compte beaucoup de choses et en fait, on inclut pas mal de variables en fait, dans les prestations. Par exemple, un client qui est à Mayotte, Oui. qui te demande une formation, il faut inclure le voyage Bien sûr. du formateur, la rémunération du formateur, le temps de Bien sûr, préparation. Et les locaux, et en fait tout ça c'était vraiment très intéressant parce que c'était encore une autre vision. Ok. C'était pas la même que la première, elle était un peu plus approfondie. Ouais. Et là, j'étais quand même inclus dans un service RH où il y avait des collègues qui faisaient de la paye, il y avait des commerciaux qui vendaient autre chose. Et c'était tout aussi dynamique. Mais c'était Ok. encore un autre apprentissage. Donc là, pour moi, j'avais vu quasiment toutes les facettes. Tu as eu plein de complémentarités en fait. Et tout ça en étant toujours en alternance. Ah, génial. Donc, Franchement, C'est une belle intéressant, expérience en bien sûr, alternance, oui. hein. Franchement. Oui, pas franchement, mal j'ai eu de la chance. Pas mal d'environnements, on va dire quoi, certes différents, mais C'est ça. connexes en fait. Ouais, ouais. Tout Il y a à fait. un fil conducteur Il y a une là. certaine et, cohérence, en fait. exactement. Ouais. Et C'est ça. des apprentissages qui se complètent les uns Exactement. à la suite des autres. Et très Et donc là, très je suppose que intéressant. c'était la dernière année d'alternance là. Dernière c'est ça année d'alternance, fallait produire le mémoire, Ah oui. fallait commencer à... Enfin, moi, j'avais déjà une thématique de mémoire D'accord. et qui, du coup, n'était ni la formation ni le recrutement, qui était la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. D'accord. Maintenant, c'est JEPP. Et, alors, nous, chez nous, c'est GPEEC. Il y a deux E. D'accord. Ok. Et, Beaucoup trop de. Non, mais je te jure. et c'était très intéressant parce que, du coup, en bac plus 3, il fallait aussi un mémoire. Ouais. Je crois que j'avais fait un mémoire sur ça. Et pour valider le bac plus 5, il fallait aussi faire un mémoire. Ouais. Et donc, j'avais rechoisi encore la GPEC. Mais là, j'avais choisi d'approfondir. Et j'avais Ok. pris un autre angle. J'avais axé sur l'employabilité des seniors. Parce que je trouvais que d'accord. c'était... Intéressant. C'était pas mal, ouais. voilà. Qui c'est une grosse problématique en ce moment, mais bon. Et C'est- alors, quand c'est j'ai regardé compliqué, hein. l'accord national de branche et que j'ai vu que on est senior à 45 ans, Non, mais c'est je suis partie hallucinant. interroger tous mes collègues. Alors, penses-tu que tu es senior? Et donc, imaginez les personnes qui ont 55 ans, Ah non, mais 60 ils sont ans, hors, en fait, ils sont hors c'est, de l'emploi. non, Et c'est mais pour ça que je me trouvais que c'était intéressant comme problématique. Parce que je Ouais. me suis dit, ça veut dire qu'au-delà de 45 ans, si tu n'es pas dans l'emploi, c'est compliqué. qu'est-ce que tu es en fait? Exactement, Soit, si tu veux y revenir, comment tu t'y prends? exact. Et si tu es dans l'emploi, mais que tu souhaites bouger, comment tu t'y prends? Comment tu t'y prends Puisque tu es aussi. senior. Et tu vas avoir du mal à Et trouver. tu vas avoir du mal à trouver. Ouais, ouais. Et bon, même si ça fait un petit moment, quelles étaient les conclusions de ce mémoire-là? Alors moi, j'avais défini qu'il fallait Mhm. travailler sur l'employabilité des seniors et j'avais même proposé la création d'un passeport pour l'emploi Ouais. avec D'accord. en fait des actions à mettre en place, de la formation, du mentorat, du Mhm. tutorat, qu'il fallait toujours en fait être en lien avec ce qui se faisait, faire des veilles
réglementaires ou juste concurrentiels de tout ce qui est fait sur le marché dans lequel on travaille. Exactement. En fait, rester alerte. Et l'employeur, de l'autre côté, il devait garantir quand même aux seniors que si tu fais l'effort d'eux, moi aussi, justement, avec le tutorat, le mentorat, je vais valoriser ta position pour que même le jour où ce soit effectivement le jour de moment de partir à la retraite, il y a un décrochage qui soit progressif de l'emploi et qu'il n'y ait pas cette coupure nette. Et voilà. Donc, moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que ces seniors-là, en fait, il faut également qu'ils soient transfert de compétences. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir comme ça, sans rien transmettre. Exactement. Et en cours, on avait un prof qui nous avait dit que lui, il avait fait, donc il avait créé une méthode sur la GPEC et tout ça, qui me sert toujours d'ailleurs. Ah. Et il nous avait dit que lui, il avait travaillé chez Dior parce que celui qui crée le rouge à lèvres Dior, le rouge particulier, il est tout seul. Il part à la retraite. C'est fou ça. Non, mais et Dior se sont posé la question, mais comment on va faire quand tu vas partir ? C'est logique. On n'a pas la formule chimique et on ne sait pas comment il travaille. Ouais. Ah non. Et ce jour-là, une marque aussi. Et ce jour-là, il nous a dit, il faut faire parler les gens. Il faut faire parler les gens. Et en fait, il faut demander à quelqu'un de vous expliquer ce qu'il fait. Évidemment. Pour comprendre. Mais si tu demandes, c'est quoi la formule, il va dire, je sais pas, parce que moi, Et donc, il fallait des jours et des jours rester avec la personne, le faire parler pour comprendre. Et c'est là aussi que je me suis dit, la transmission des compétences, quand même, c'est... Mais c'est primordial. C'est primordial. Mais, oui. Mais c'est quelque chose de nos jours qui n'est pas fait systématiquement. Non, mais c'est-à-dire que cette personne-là n'a jamais été malade. Parce que je sais pas, si tu es malade, on peut pas créer de... il avait tout. De rouge à lèvres. Il avait en fait mis tous les mécanismes en place. Mais comme ça faisait des années qu'il était là, personne ne se souciait de savoir comment il récupère sa compétence derrière, ses connaissances, comment il les récupère. C'est fou ça. Et c'était totalement brumeux pour tout le monde. Vraiment critique, c'est comme situation. Hein. Waouh. C'est ça. Et là, au final, ils ont travaillé ensemble et il était très fier de nous dire, vous savez, moi, j'ai facturé ça à 1 500 € au jour. Et là, tu te dis, je vais faire ton métier. Il perd pas le nord, Parce que 1 500 € au jour, je fais ton métier. Ah ouais. 1 500 € au jour. On en rêve, hein, c'est ça, là. Tu m'étonnes. 1 500 € au jour sur un an. Après ça, c'est bon, hein, tu pars à la retraite, c'est bon. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va avoir une petite série qui va arriver bientôt, où on va interroger des personnes qui sont récemment parties à la retraite, justement, de sorte à ce qu'ils partagent avec nous, en fait, leur parcours, les leçons de leur parcours et qu'est-ce qui se passe là maintenant qu'ils sont à la retraite. Voilà. Est-ce qu'ils s'ennuient ? Est-ce qu'ils sont contents de se reposer ? Est-ce qu'ils ont envie de revenir ? Ça dépend du profil. Hein. Il y en a qui ont envie de revenir. Est-ce que ceux qui reprennent un emploi ? Ouais. Aussi. Ouais, donc voilà, justement, on va essayer on a une petite série de 3 épisodes qui arrivent là où on va explorer un peu ce sujet. Donc restez connectés. Ok, ça marche. Donc on revient au parcours de Cathy. Et donc là, dernière année d'alternance. Dernière année. Ça va être le grand saut maintenant. Exactement. Mais diplôme en poche. Ok. Et là, je me dis non, mais je vais arrêter de travailler. Je vais faire une césure. Ok. Et pendant 6 mois, j'ai pas travaillé. D'accord. Parce que j'étais fatiguée, j'avais besoin de prendre du recul. Et puis 5 années d'alternance. 5 années en plus compilées, des années de droit. Et en fait, j'ai pas arrêté. Et donc, je me suis dit, là, non, je vais faire une pause. Donc, j'ai fait une petite pause. D'accord. Et puis après, je me suis ennuyée. Ah, mais ça. Au bout de 4 mois, je me suis ennuyée. Je me suis dit, c'est bien, allez, faut aller travailler quand même. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une université. C'est là que j'ai mis le pied la première fois à l'université, c'était à Ivry. D'accord. Et sur un poste d'assistante très basique au sein du service RH. D'accord. Et ma fonction était, dans un premier temps, de faire la saisie. Des échanges qui avaient lieu de ce qu'on appelle, nous, le comité technique à l'époque, mais je crois que ça s'appelle le CA dans le privé. D'accord. Et en fait, je faisais ça toute la journée. Sauf que j'ai avancé vite, donc on m'a demandé de faire la saisie des entretiens professionnels. Il faut savoir que dans la fonction publique, c'est pas obligatoire, mais c'est tous les 2 ans. C'est pas chaque année, mais ça peut être tous les 2 ans. Et donc là, j'avais des boîtes d'archives pleines, il fallait faire la saisie. Et j'ai demandé à ma responsable, mais qu'est-ce que vous faites après avec les entretiens pro ? Elle me dit, ils vont au ministère, quoi. Et c'est tout, quoi.
Et elle m'a dit, j'ai dit, mais est-ce que ça t'intéresserait pas qu'on essaye de faire des shadow organigrammes et qu'on fasse de la projection, savoir en fait, avec tout ce qui ressort des entretiens pro, à quoi ressemblera un service à N+1. Dans un an, il y a tant de personnes qui disent qu'elles veulent quitter le service. Ben, on va faire un shadow organigramme. On va récolter ce qu'il y a, on va faire des people reviews, on va aller faire direction par direction et voir en fait ce que ça donne. Et elle me dit, oh, pourquoi pas, si tu t'ennuies, fais-le. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et ce travail m'a conduit à travailler avec une autre collègue sur un référentiel métier interne. D'accord. Et de ce référentiel métier-là, donc ensuite, j'ai changé de service et je suis passée au service concours, formation et concours. D'accord. Donc j'étais toujours dans la formation. Les concours, c'est une modalité de recrutement dans la fonction publique, donc on va dire que j'étais encore un peu dans le recrutement. Et c'est surtout la forme. Donc les concours, c'est très intéressant. Les concours, en tout cas de la branche de l'ESR, donc qui s'appelle ITRF. Donc l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche. D'accord. Et l'innovation maintenant. Et c'est très, très intéressant. Et là, pareil, formation, mais dans un service de formation, mais qui dépend de la DRH, mais dans la fonction publique. D'accord. Ce sont d'autres modalités. Dans le privé, on a ce qu'on appelait avant des OPCA, qui sont maintenant des OPCO, qui prennent en charge de la formation. Là, en fait, j'apprends que tout le budget formation, il est que dans les poches de l'université et on a un budget qui est socle et qui est très arrêté et qu'il faut respecter à la lettre. D'accord. Et là, c'est toute une autre problématique. Ok. Très intéressant. De ma pause a donné encore un bon. D'accord. Et tu es restée à Évry pendant combien de temps? Je suis restée à Évry, je pense 2 ans, 2 ans et demi, peut-être 2 ans. Pas plus, 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus exactement. Mais pas si longtemps que ça. Mais c'est à Évry que j'ai découvert les concours. Et donc on les organisait et puis il y avait des concours qui étaient ouverts. Donc première année, j'essayais de passer les concours, je ne savais pas ce que c'était un concours. Je ne connaissais pas les épreuves, je voyais une note de synthèse, je me rappelle qu'en droit, je n'aimais pas ça. Donc en plus, il fallait aller à Toulouse, je me déplace, je vais à Toulouse, je fais la note de synthèse, j'ai bien compris que je n'avais rien compris. Je vois mes résultats, 7, j'ai dit, bon, de toute façon, je m'y attendais. Et l'année d'après, j'ai passé encore un autre concours, parce qu'il y a différentes catégories dans la fonction publique. Il y a A, B et C. Donc C, c'est exécutant, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est exécutant. Le B, ce sont souvent des techniciens, employés qualifiés. Et A, ce sont les cadres. Et donc, moi, je me dis, je vais pas passer des concours de catégorie B et C, pas parce que j'ai une haute estime de moi, mais parce qu'en fait, j'estime que il y a des niveaux d'études minimaux pour les concours de catégorie C et les concours de catégorie B. Et moi, mon diplôme, il est au-dessus de ces niveaux-là. Donc, je me dis, quelle serait ma légitimité d'avoir un concours de catégorie B où, en fait, le diplôme requis, c'est le bac. Bah, autant que je joue dans ma piscine, en fait, avec ceux... Et puis, tu as raison de te challenger. Qui ont le même diplôme que moi. C'est pas une question d'orgueil ou quoi. C'est normal d'avoir de l'ambition. C'est ça. Puis je me dis, pour tout le monde. Autant jouer avec ceux qui sont, en fait, du même niveau que moi. Et on va tous se challenger ensemble. Donc, on rentre dans la fosse ensemble. On rentre dans la fosse ensemble et on se bagarre ensemble. C'est ça. Et tout. Donc, je passe le concours la première année, catégorie A, assistant ingénieur. Donc dans l'ITRF, donc les ingénieurs, techniciens, recherche et formation. Dans la catégorie A, il y a 3 corps. Il y a assistant ingénieur, ingénieur d'études et ingénieur de recherche. D'accord. Donc, je ne l'ai pas. De toute façon, je m'y attendais bien. L'année d'après, je me dis, je vais essayer de faire... Donc, motivée quand même. Parce que je lâche pas. Je me dis, on va tenter. J'ai rien à perdre. Et donc, l'année d'après et tout, je me dis, bon, allez, je vais passer le concours ingénieur d'études. Donc là, il faut faire un rapport. Je ne sais même pas ce que c'est un rapport. Donc, je demande à une collègue de m'aider. Elle m'aide à faire le rapport. Et puis, je suis admissible. C'est-à-dire que je peux passer à l'oral. Je dis, je suis admissible. Comment je vais faire et tout. Parce que c'est un oral. Et là, je me forme. Je me forme à l'oral et tout. Ça se passe très bien. Je vais passer le concours. Alors, je ne suis pas lauréate, mais je suis 2e sur la liste complémentaire. Donc, je me dis, c'est bien. Franchement, voilà. bravo. Voilà, chargée de la GPEC. En plus, je me dis, c'est bien, je me suis challengée sur la GPEC. Génial. Et la 3e année, je me dis, donc j'ai fait 3 ans. Donc, je me dis, j'ai à ma collègue, je l'attaque, je dis, si cette année, il y a
assistant formation, chargé de la formation du personnel, chargé de la GPEC, je passe les 3. Bim. Et en fait, les 3 sont ouverts, donc je passe les 3. Bon, assistant, toujours la note de synthèse, je pense qu'elle et moi, on ne sera jamais amis. Je l'ai loupé à 0,14 points. Je l'ai loupé. En plus, c'était pour rester à Évry, donc j'étais triste parce que je m'entendais bien avec mon équipe et tout, donc je ne voulais pas partir. Chargé de la formation du personnel, c'était à une université qui s'appelait Paris Sud. Je me dis, c'est quoi ça? Voilà. Et chargé de la GPEC, c'était à l'époque à Paris. Comment ça s'appelait à l'époque? Parce que ça a changé de nom. Paris 7. D'accord. Donc c'était à Paris 7. Je me rappelle. Parce que maintenant ça s'appelle Paris Cité, donc j'ai oublié l'ancien nom. Et donc Paris Cité, chargé de la GPEC, je suis première sur la liste complémentaire. Génial. Mais je suis arrivée avec. Vraiment, je suis arrivée dans la salle d'attente et j'ai dit à une personne qui passait le concours, est-ce que tu peux me montrer la fiche de poste? Parce que je crois que j'ai oublié ce... Et donc elle me dit, comment tu peux me dire à un concours, tu oublies la fiche de poste? Je dis, écoute, ça arrive. C'est bon. Ça arrive. Puis il faut savoir que je suis très tête en l'air, moi. Donc, ça arrive. Écoute, ne me calcule pas. Et donc, j'ai pas le poste. On me propose un autre sur la paye. Je dis, non, moi, je suis pas du tout... Bien sûr, oui. Je suis pas bonne en paye. Je sais qu'il y a quelqu'un qui, en fait, est sur la liste après moi, qui travaille à Paris Cité. Et en fait, ça pourrait permettre de la titulariser. Donc, je dis à la personne des concours, je dis non, en fait. Moi, je vais me désister. Elle va prendre le poste. Elle est déjà dessus. Moi, je vais rien apprendre sur la paye. La paye, c'est quand même le cœur, en fait, des RH. Bien sûr. Tu peux pas te louper sur la paye. Et il y a quelqu'un sur le poste, en fait. C'est légitime. Moi, il n'y a pas de problème. Je me désiste. J'ai rien perdu. D'accord. Donc, elle me dit, oh, c'est gentil de ta part. Je dis non, c'est surtout normal, en fait. Il faut être conscient de la réalité des autres. Et puis de ce qu'on vaut, en fait. Bien Exactement. Sûr, Et donc, je me dis, c'est raté. Donc, je me dis, allez, charger de la formation du personnel, on y va. À Paris Sud, il y a quelqu'un déjà en poche. Je me dis, je l'aurai pas. Jusqu'à la veille, j'hésite. Je me dis, non, je vais pas y aller. Et bon, j'y vais quand même parce que moi, je travaillais au concours. Et je sais que les candidats qui se désistent la veille, pour le lendemain, il y en a beaucoup. Et puis, c'est agaçant parce qu'il y a toute une organisation derrière. Et tout. Donc, je me dis, moi, par respect pour les collègues qui ont préparé le concours, je vais y aller. Ok. Donc, je vais à l'oral. Et puis, je retrouve les mêmes personnes qui étaient avec moi. Ils me disent, aujourd'hui, tu connais la fiche de poste? Et je leur réponds... La bonne blague. Ben non, toujours pas. Et donc, mon oral se passe et tout. Moi, je les avais trouvés super durs. Je pensais que je n'avais pas du tout fait l'affaire. Et il faut savoir que le logiciel, en fait, qui met à jour les résultats de concours, il se met à jour à minuit. Ok. Donc, je suis chez moi, je rentre, je suis déprimée, j'appelle une copine, je dis, j'ai raté mon concours, on m'en parle plus, etc. Et je regarde les résultats et je vois que je l'ai. Génial. Et j'ai dit, oh là là, il y a un problème en fait. Moi, je pensais l'avoir raté. C'est quand même quasiment 2 heures de chez moi en voiture. Donc, c'est reparti pour faire des longs trajets et tout. Mais c'est pas grave, je prends le poste et c'est le poste sur lequel je suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. 12 ans. Bientôt 12 ans. D'accord. Ah là là, t'as pas envie de changer depuis? Ça, c'est la phrase que j'entends tous les jours. Non, mais c'est vrai que dans l'introduction, Agathe te mentionnait déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, dans le monde professionnel et tout, on parle plutôt en termes de chaque 3-4 ans, les gens changent de poste. Oui. Par exemple, je prends même des personnes de ma promo ou même avant. J'en connais très peu qui ont vraiment passé, qui sont vraiment restés aussi longtemps sur un même poste. Et j'ai envie de dire encore plus dans la fonction publique. Exactement. Où souvent, ce que tu entends en général, c'est c'est mort, il n'y a pas de nouveauté, voilà. En gros, on s'ennuie. On s'ennuie. Exactement, c'est vrai. Moi, je l'ai entendu beaucoup. Ouais. Et la réponse souvent que je donne, c'est que moi, j'ai travaillé dans le privé et j'ai travaillé dans le public. Oui. Quand je travaillais dans le privé, on avait un réflexe, c'est on fait appel à des cabinets pour tout. Oui. On veut faire ça, on fait appel à un cabinet. On a démarché avec des cabinets en fait, qui nous aident sur des process GPEC, process recrutement, process formation. En fait, on a des cabinets. Oui. Et moi, ce que j'ai mis dans la fonction publique, c'est qu'on n'a pas des moyens étendus, parce que c'est quand même l'argent du contribuable. Donc, bien sûr. Malgré l'image, à part dans certains ministères, on n'est pas... On ne voit pas de quoi tu parles. Hein. On ne sait pas du tout. J'ai rien dit. Voilà.
mais on est créatif. Ça veut dire que moi, j'ai aimé, dans mon expérience à Évry, le fait que j'arrive avec une idée, et on me dit, vas-y, fais-le. Super. Et en fait, on m'a laissé faire. Pourtant, je sortais d'études, j'étais contractuelle, ça faisait même pas 6 mois que j'étais là. Et on m'a quand même laissé produire. Et en fait, c'est ça que j'aime dans la fonction publique. C'est qu'à partir du moment où on est créatif, puisqu'on n'a pas forcément des moyens étendus, on a de quoi en fait créer, inventer. Et si ça fonctionne, et ben, c'est banco. On le diffuse, on se prête les astuces et on a des réseaux dans lesquels on se diffuse les bonnes pratiques, les bons outils, etc. Et ça devient des outils pour tout le monde, pour la communauté. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. J'aurais pu en fait effectivement laisser, parce que la dernière année où j'ai passé mon concours que j'ai eu à Évry, en fait, c'était ma dernière année de contrat. Après, je n'aurais pas pu prolonger mon contrat. D'accord. Donc, j'aurais très bien pu dire, mais moi, je préfère que mon contrat s'arrête et j'ai cherché du boulot. Et en fait, non, j'ai quand même insisté sur le concours parce que j'aimais bien le fait que l'on puisse comme ça créer des choses et que ça devienne des choses qui soient fondatrices dans l'établissement. Ok, d'accord. Et donc, pendant justement ces 12 années-là, tu as pu évoluer au fur des années? J'ai énormément évolué parce que donc, moi, je suis arrivée à Paris 11, qui est devenu après Paris Sud. Paris 11, on est dans une loge. Alors déjà, ma prise de poste, j'arrive. La collègue était déjà partie depuis un moment. Et donc, j'arrive, je me retrouve dans un bureau, à mon bureau, devant l'ordinateur, 0 mail. Waouh! Et là, on me dit, il va falloir que tu trouves quelque chose à faire parce que sinon, tu vas vraiment t'ennuyer. Oula! Et donc, j'ai la petite larme à l'œil, je me dis, mais... faut être fort d'esprit. Pourquoi je me dis, mais dans quoi je me suis mis? Pourquoi j'ai fait ça? Waouh! Et la chance que j'ai eue, c'est que en fait, je suis arrivée en tant que chef du pôle de formation et concours. D'accord. Et moi, je faisais déjà ça à Évry. Donc, je suis arrivée, j'ai briefé mes collègues en leur disant, écoutez, moi, je ne vais pas vous apprendre à travailler. Vous savez très bien, vous êtes en parfaite autonomie, vous connaissez parfaitement votre métier. Moi, je pourrais vous apporter peut-être la surcouche que vous n'avez pas. Et de toute façon, on est une équipe. Le chef, c'est juste celui qui porte la responsabilité. Exactement. Et donc là, je me suis mis un peu dans la mêlée avec elle. J'ai dit, on va faire les concours ensemble. On a fait les concours ensemble. Ça m'a permis aussi de borner, de regarder la population. Je leur ai demandé comment vous faites les recueils de besoins pour la formation. Donc là, elles m'ont mise dans la boucle. Et en fait, à force de faire, à force d'être avec elles, j'ai appris. Et la chance que j'ai eue à Paris Sud, c'est qu'on avait, on a des composantes. Et dans chaque composante, il y a une responsable RH. Et en fait, c'était des personnes qui étaient des cadors en fait, de la RH publique. Donc, on avait des réunions mensuelles. Et en fait, j'apprenais énormément. Elle connaissait des lois que moi, je ne connaissais pas. Et là, j'étais là, j'allais sur les chiffres. J'ai dit, ah oui, ça existe. Et j'ai énormément appris sur le terrain. En fait, c'est... Et au final, donc on est passé de cette logique-là, Paris Sud, on était très entre nous. Après, en 2019, on doit devenir Paris-Saclay. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on intègre un établissement qui s'appelle la Commu. Et donc, c'est-à-dire qu'on intègre du personnel, c'est-à-dire qu'il faut revoir les besoins en formation, il faut se réadapter. Et puis, avec Paris-Saclay viennent d'autres objectifs parce qu'il y avait quand même une ambition sur Paris-Saclay. C'était ce que le président Emmanuel Macron avait dit, qu'on devait être un MIT à la française parce que toute la zone au sud de l'Essonne, c'est vraiment que des pôles scientifiques en général. Et donc, nous, on devait être un peu au cœur de ce pôle scientifique. Donc, comment est-ce qu'on forme, comment... Et donc là, il faut préparer le changement. Donc, on passe... Et il y a des gros... Et ça impacte énormément, en fait, la structure parce qu'il y a des peurs, la peur du changement. Évidemment, bien sûr. Oui. Donc, on commence à avoir des personnes qui commencent à avoir peur, qui veulent partir. Donc, il fallait trouver un argument stratégique et cohérent en fait, à cette transformation-là. La formation, c'était à point nommé. En plus, c'était le moment où on est passé du DIF au CPF. Donc, il y a eu plein de transformations qui sont arrivées. Et du coup, ça a forcément fait évoluer ma fonction. Moi, j'étais sur des petites... des petites entités, on n'est pas petits, mais voilà, on était vraiment très entre nous. Et on passe de quelque chose de très entre nous à il faut intégrer la commune, il faut intégrer telle université, il faut intégrer telle école. Et au final, on grossit. Les responsabilités deviennent encore plus conséquentes. Les missions deviennent plus conséquentes. Le budget évolue un petit peu. Mais voilà, il faut vraiment toujours faire avec un budget contraint, mais énormément de choses. Donc, il faut être encore plus créatif. Et puis, il faut tirer l'équipe.
Parce que l'équipe aussi, elle a ses propres peurs. Ouais. Bien sûr. Là où moi je suis arrivée, on avait une gestion papier des demandes de formation. Ah C'est-à-dire que on avait 2 campagnes et tout le monde nous envoyait des formulaires et on mettait remplir, 2 semaines quoi. pour les traiter. Ben oui. Et on faisait semestre par semestre, on avait une activité qui s'arrêtait pour les concours. D'accord. Enfin, voilà. Et après, du coup, avec mon équipe, on a apporté la dématérialisation des demandes de formation. Super. On a apporté d'autres. Donc, en fait, il y a toujours eu des projets phares qui ont fait que, non, t'as vu, Cathy, c'est pas fini. Il y a encore ça à faire. T'as vu, Cathy, c'est pas fini. Donc, et en on fait, évolue. Ça, ce que tu nous expliques là, en fait, c'est que oui, malgré les 12 années passées, ton poste n'a pas fait que stagner. Finalement, tu as Non. à chaque Et, fois évolué au fur et à Il mesure. évolue. Et encore aujourd'hui. Et Ouais. encore aujourd'hui, il y a des challenges qui se présentent à nous en tant qu'établissement et pour lesquels aujourd'hui, on a acté que la formation était un axe stratégique Ouais. de la transformation et au sein du projet d'établissement. Donc du coup, ça nous demande, enfin maintenant je suis dans un pôle, dans une direction et on est des chefs de pôle, Ouais. mais ça nous demande d'avoir cette vue, se dire ah oui effectivement là on va avoir des stratégies qui vont être hyper importantes. Ouais. Comment est-ce que nous on se projette dessus? Donc il y a toujours une évolution, enfin c'est continu, on est en constante Donc, tu n'as évolution. pas finalement le temps de t'ennuyer. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Si je J'ai comprends envie de bien. dire, c'est pas le temps de m'ennuyer. c'est comme une petite start-up à l'intérieur Mais de exactement. la fonction Ben oui. Exactement. et tout, On est passé d'une équipe, à l'époque moi j'avais un pôle, quand je suis arrivée on était 6. Ouais. On a eu du coup 2 départs parce qu'il y avait une personne qui a eu un concours et une personne qui était contractuelle. Ouais. Donc on s'est retrouvés à 4 avec une charge de travail très conséquente. Et maintenant je suis dans une direction donc on est 2 pôles. Et donc au sein de la direction maintenant on est 13. Ouais, Donc, donc ça a doublé, finalement. c'est ça, la ouais. puissance de frappe en formation, mhm. elle a triplé. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais tu vois, là, ça fait qu'il y a une question qui me vient. Dis-moi. Parce que l'interrogation qu'on avait, Oui. elle se basait un peu sur le fait qu'on se disait, on a cette image de oui, la fonction publique, c'est plan-plan, on s'ennuie et C'est tout. ça. Et donc, quand t'entends, ah oui, elle a fait 12 ans dans la fonction publique, c'est, mais comment elle peut faire 12 ans dans un endroit comme ça où ça progresse pas, s'ennuie? Donc, la question qui me vient là, c'est, si le poste n'avait pas été aussi intéressant, aussi challengeant, Ouais. est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ces 12 années? Je sais pas, franchement ça c'est une très bonne question parce que le poste est challengeant, l'établissement il est extrêmement challengeant parce Ouais. que c'est un bel établissement, l'Université Paris-Saclay. Ouais. Et mais je sais pas si j'aurais fait 12 ans. Mhm. Après, j'aurais regardé des opportunités, mais je sais pas si je les aurais regardées pareil. À un moment, c'est vrai, parce qu'on m'a beaucoup dit, mais pourquoi tu restes, ça fait 12 ans que tu es là, mais au bout de 10 ans, on m'a dit, mais fais quelque chose, faut partir là. Et donc, j'ai regardé ailleurs, et je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que c'est mon métier, donc je pense que je pourrais le faire ailleurs, Ouais. mais je ne l'aurais pas fait avec autant de goût que ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Parce que tu as l'espace pour la créativité. J'ai comme l'espace tu pour dis. la créativité. Je suis en confiance. C'est une population que je connais pas toute la population de Paris-Saclay. Là, actuellement, nous, juste en termes d'agents, on est, je pense, à 4500 agents, sans compter, en fait, avec le périmètre large, donc tous les établissements, toutes les structures qu'on a, on a 16 000 personnes. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme, donc c'est de la formation. Moi, je suis sur les 4700 et quelques, mais en fait, au final, des fois, on se dit qu'on s'adresse en fait aux 16 000. Et en fait, c'est vrai que le challenge a rendu le poste intéressant et m'a pas donné envie de partir. Je pense que, mais il y a eu débat, comme dans toute expérience professionnelle, à un moment quand on était sous-staffé, qu'on avait des missions, on voit pas le jour. Moi, des fois, je commence à 8h et je finis le travail à 19h, ce qui est pas les horaires, ce sont pas les horaires classiques C'est du vrai. fonctionnaire. Surtout en hiver, c'est pire, parce qu'à 8h, il fait nuit, à 19h, il fait Exactement. nuit noire. Ouais. Ça crée aussi ce trouble. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Est-ce que je serais Mhm. pas mieux aller ailleurs et puis vendre mes compétences ailleurs et peut-être doubler mon salaire plutôt que de toujours m'accrocher sur ce poste-là dans la fonction publique et continuer à... Mais en fait, je pense que j'aime profondément ça, cet engagement-là. Je l'aime profondément. Ça tombe bien que tu abordes ce sujet-là parce que moi, j'allais justement plonger dans les stéréotypes qu'on a de la fonction publique, dont un qui est celui de la rémunération. Ça paye pas. C'est ça.
Donc, comment ça se fait que tu as cette motivation-là? Parce qu'on ne va pas se mentir, le nerf de la guerre aussi, il n'y a pas que ça, mais l'argent fait partie. Donc, comment tu arrives à avoir cette motivation-là de se dire, je ne gagne pas des masses, mais mon poste me plaît et je reste quand même? En fait, je pense que c'est une addition de plein de choses. D'accord. Je pense que déjà, il y a le terrain de travail qui est très agréable. Moi, mon bureau, il est au milieu du jardin botanique de Paris-Saclay. Wow. Et des fois, de temps en temps, on est là, on parle, on dit, regarde, il y a un écureuil, t'as vu l'écureuil? Ou t'as vu la biche? Des biches. Bon, les sangliers, c'est moins... Bon, on en voit, mais on est moins rassurés. Mais voilà, en fait, on a un cadre déjà qui est très sympa. Après, moi, j'ai une équipe avec laquelle j'ai quasiment la même équipe depuis le début. D'accord. J'ai eu très peu de turnover. Et même les collègues qui ont quitté mon pôle, on est toujours en contact. Ok. Donc, j'ai quand même ce lien avec mon équipe. Après, la motivation, elle est là. C'est vraiment le cadre, l'équipe et les missions qui sont de plus en plus intéressantes. D'accord, ok. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la partie avantage aussi? Il y a un avantage, oui, il y a des avantages. Ouais. Après, sur la flexibilité du travail, moi ouais. j'ai du télétravail. J'ai 2 jours par semaine. C'est bien. C'est pas mal Voilà, déjà. 2 jours par semaine, c'est très bien, ça fait faire des pauses. Bien Donc sûr. c'est hyper agréable. En termes de congés, oui, on a beaucoup de congés. Ah, est-ce mal que de c'est pas congés. là le secret finalement, Cathy? Un petit peu. Non, on a beaucoup de congés. Bon, je les prends pas tous, parce qu'on peut pas tout prendre. Ouais. Mais ça aide aussi, parce Bien qu'on se dit, sûr. si à un moment j'en peux plus, Ouais. j'ai le droit de poser des jours. Et C'est pas j'ai mal ces aussi. congés-là que je peux prendre. Et puis après, moi je vois aussi les efforts, parce que j'étais associée pendant très longtemps à la direction des ressources humaines jusqu'à ce que notre institut soit créé. Ouais. On voit l'effort qui est fait quand même D'accord. au niveau de la gouvernance pour que la qualité de vie au travail soit vraiment soit bonne. Super. Il y a vraiment un gros travail qui est fait à Paris-Saclay Ouais. sur la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail. On a une charge du télétravail, mais du coup on a une charge de la déconnexion. Ok. Tiens, ça me parle Voilà. ça. Ok. Et vraiment il y a ce contexte très, quand même très bienveillant. Ok. où- Alors c'est un contexte bienveillant qui est pas en guillemets fake, c'est-à-dire que Non. vous le ressentez réellement. Exactement, on le D'accord. ressent. De plus en plus, on a des séminaires d'équipe, des séminaires Ok, de direction. Et en fait, nous, les managers, on est aussi sensibilisés à ça. bien. Trouver des temps d'échange avec nos équipes, comment aussi valoriser. Donc tout ça, c'est très important et ça rentre dans la balance. Ok. C'est pas, de nos jours, la bienveillance, elle est écrite partout. C'est pour ça que je te pose la question. oui. Mais exactement. elle n'est pas appliquée partout. Exactement. Voilà. Ouais. Et chacun, des fois, oublie son rôle sur la bienveillance. Par exemple, moi, je suis manager. Je sais que c'est à moi de veiller aussi au bien-être de mes collègues. Exactement. Quelle que soit la façon dont je suis managée. Mhm. Même si je suis managée très durement, ça ne me donnerait pas le droit de faire de même avec mes D'accord collègues. avec toi, ouais. Et donc, toute cette responsabilité-là qu'on porte avec tous les projets qu'on a, ça fait que oui, effectivement, tu as la motivation le matin, tu te lèves, tu te dis, ouais, encore une journée où je vais développer des choses. Ah, mais super. Et moi, je Franchement. développe plein d'outils, j'aime bien ça. Donc, Écoute, tu m'as donné envie de Franchement, là, donner je la pense que fonction de publique, voir hein. autrement la fonction publique. tu as redoré le blason de Ah, la fonction publique. super. Ah, je Non, pense je suis que, complètement d'accord. Ouais, en tout ouais. cas, je n'avais jamais entendu personne parler de la fonction publique Comme ça. comme ça. Avec cet attrait-là. Et là, ce qui ressort vraiment, après, Ouais. c'est forcément lié un peu à ma sensibilité à moi par rapport aux environnements de travail, c'est qu'il y a de l'espace Exact. Oui, pour travailler, pour créer, pour donner des idées, pour faire des choses nouvelles. En fait. Ouais. c'est ça. Et ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que je cherche à peu près dans toutes mes expériences professionnelles. Partout où je suis passé, c'est vraiment ça. Dès que je commence à me sentir un peu restreint, tu peux rien faire de nouveau, c'est très fermé. Là, je commence à me sentir mal. Et je n'aurais jamais imaginé C'est clair. qu'on puisse trouver ça dans la fonction publique. Pour Eh ben, moi, tu ça, c'est vois. vraiment un truc de Ouais. start-up où Exactement. il y a c'est limite la brousse, il faut tout défricher. Ouais. Et franchement, C'est magnifique. Ah non, ça, c'est vraiment je pense que dans mon activité, ça a été vraiment très important le fait de créer. Ça veut dire qu'on se pose et on se dit, bon,
comment est-ce que ça, bon, sans trop spoiler, mais par exemple, chez nous, le formulaire de télétravail, il est papier. Oui. C'est contraignant, c'est-à-dire qu'il faut remplir des documents Bien et des sûr. documents. Donc quand on se pose, on se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour faciliter en fait cette démarche pour l'agent, aussi pour le manager Bien sûr, et aussi bien pour le sûr. service RH. Bien sûr. Donc au moment où moi je me dis bah tiens on va le dématérialiser, j'ai l'appui de ma directrice, j'ai l'appui de la DGS, donc la directrice générale des services, et là je me dis bah on y va. Et en fait maintenant c'est quelque chose qui est entériné. C'est ce formulaire là, alors que si j'avais été dans le privé, j'aurais pris un consultant qui m'aurait fait une proposition Je comprends. Bien sûr. où j'aurais payé un outil Oui. de formation très cher Oui. et je me serais dit voilà j'ai payé l'outil, Oui. l'outil va me faire les entretiens pro, Oui. il va me faire la GPEC, Oui. il va tout me faire, mais nous on crée. Alors des fois c'est épuisant parce qu'on crée tout le temps, en permanence, on a des groupes de travail à n'en plus finir, on a des thématiques de groupes de travail, on n'en finit jamais, mais c'est hyper intéressant parce qu'on est toujours dans la réflexion. Et on regarde ce qui se fait dans le privé, on essaie de s'aligner. Oui. Alors des fois, ça ne nous correspond pas du tout, mais Ouais. des fois, ça match. Alors on se dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que les agents bénéficient toujours du plus qualitatif? Et ça, c'est quand même... c'est D'accord. quelque chose que je n'ai vu que dans le public. Ok. Bon. C'est pas Très mal bien. du tout. Hein. Ouais. Franchement. Après, la rémunération, oui. Mais ce sont les impôts des gens. Donc, C'est vrai. c'est l'argent de nos impôts. C'est vrai. Donc, en même Pour temps... une fois où j'ai l'impression que mes impôts servent Sont bien. à quelque chose de bien, sont bien utilisés, je ne vais pas me plaindre. Ça te fait plaisir. D'accord. Et donc, si c'était à refaire finalement. je referais pareil. Ok. Je referais pareil. En plus, voilà, moi, dans ma position, j'ai aussi eu la possibilité, parce que j'ai développé du coup de l'expertise sur Bien les sûr. concours. Donc, depuis environ 5 ans, Oui. moi, je suis formatrice sur les concours ITRF. Donc, je forme les nouveaux gestionnaires concours. D'accord. Donc, c'est une ok. mission qui nous incombe avec 2 autres collègues qui viennent du ministère. Donc, Ok. on forme les personnes au niveau national. Donc, c'est 2 jours par an, mais c'est aussi de la transmission de compétences Et parce bien que du sûr. coup, il y a le théorique, mais aussi la pratique. Oui. Il y a encore un autre challenge aussi. Il y a encore un autre Bien challenge. sûr. Donc, c'est très intéressant parce que finalement, je ne suis pas cloisonnée. C'est-à-dire que j'ai ces jours-là où je sais que je vais aller former. Après, parce que maintenant, ça fait longtemps que je suis dans la fonction publique, que je suis ingénieure d'études, du coup, je participe à des jurys de concours. Génial. Donc, Ouais. je suis sur la liste des experts du ministère. Donc, on D'accord. m'appelle, est-ce que vous voulez Ah, faire des c'est jurys? Donc, génial. je fais des jurys Ah de oui. concours. Top. Donc, au final, on n'est pas cloisonné. C'est-à-dire que si dans l'année, je veux faire 10 jurys, je fais 10 jurys. Je fais mes 2 jours de formation et ça permet de voir aussi ailleurs. On a un réseau des responsables formation au niveau national qui s'appelle Parfaire, Oui. où chaque année, on a une AG, on se retrouve soit en région, soit en Île-de-France. Et on échange sur des pratiques. La dernière fois que j'y étais, c'était sur l'IA, c'était hyper intéressant. Ouais. Et on met en commun des pratiques, on met en commun des échanges. Ah, c'est Et en fait, super. ça dynamise vraiment l'activité. D'accord. Voilà. Franchement. Là, par exemple, mon établissement a besoin de formateurs internes parce que ça permet d'optimiser les coûts en formation. Ouais. Du coup, moi, je souhaitais être formatrice interne sur certaines thématiques. Génial. Donc, en fait, je ne suis pas cloisonnée. J'ai mon rôle en tant que manager, responsable du pôle de formation Bien des sûr. personnels. Mais en même temps, j'ai mon rôle de formatrice, c'est j'ai mon super, rôle de jury. franchement. Franchement. En fait, finalement, ces 12 ans-là, j'ai l'impression que tu as fait 7 sociétés différentes. Mais Exactement. oui, oui, exactement. oui. Et Là, je vois c'est, pas mal de choses, je ouais. vois beaucoup de gens. Ouais. En fait, on se rend compte que il y a toujours cette vision de la fonction publique. On dit ah mais vous vous ennuyez. Ah mais toi tu fais 9h 17h. C'est ça, Et là je me dis exactement. je rêverais de faire 9h 17h. Mais c'est mon rêve. Je Non, sais mais, où. tu sais, je pense même que tu sais, dans le privé, Ouais, il y en a plein qui ont de longues et belles carrières, hein, bien sûr. mais qui n'ont pas touché à autant de choses. Exactement. Voilà, Et qui surtout, ne c'est peuvent souvent pas sortir cloisonné, avec bien sûr. autant d'expérience parce que C'est ça. contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le privé, surtout dans les grosses Oui, entreprises, oui. c'est souvent très cloisonné. Pour Exactement. diverses raisons qui peuvent s'entendre, se comprendre, mais c'est souvent très cloisonné. Exactement. Moi je le sens pas le cloisonnement. Après je pense que c'est chacun son expérience aussi. Oui, C'est vrai. bien sûr. Moi, j'ai eu à cœur de développer plein de choses, de me mettre sur des projets, de voir en dehors. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que mon expérience, elle n'est pas lourde pour moi. Ouais, ouais, ouais. Après, comme je dis, on a tous des hauts et des bas au niveau professionnel. Bien Il y a sûr, des bien moments où le travail est lourd, on a beaucoup de choses à faire, on ne compte pas les horaires, la charge est difficile, il faut remotiver l'équipe, il faut se remotiver soi-même.
comme partout. Bien sûr. Mais ça entache pas du tout mon parcours au niveau à Paris-Saclay. Et moi, je regrette retiens pas du aussi tout. la notion d'écoute. Parce qu'en fait, finalement, c'est bien beau, tu avais des propositions. Mais finalement, si on ne t'avait pas écouté, peut-être que tu serais Exactement. obligé d'exécuter ce qu'il y avait à faire. Exactement. Donc, il y a cette partie-là qu'il faut prendre en compte aussi. Exactement. Moi, Ouais. je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai toujours eu des managers très à l'écoute. Exactement. Du moment où je suis arrivée dans la fonction publique, que ce soit à Évry, que ce soit aujourd'hui à Paris-Saclay, j'ai toujours eu des managers très à l'écoute et qui avaient l'oreille fine. Et en fait, certains, il fallait quand même leur prouver que ça va fonctionner. C'est On normal, teste, ça bien sûr. fonctionne. Mais une fois qu'ils savent que ça fonctionne et que le process il est éprouvé, qu'on a déjà fait plusieurs tests et qu'on a vu que ça fonctionnait, eh ben, tout roule. Super. Et le point aussi, moi, que je voulais surtout que je rappelle souvent sur la fonction publique, Ouais. c'est que moi, je suis arrivée par concours, Oui. un concours externe, donc quelqu'un qui vient pas du tout de la fonction publique de base. Ouais. C'est mon diplôme qui était ma condition Exact. d'accès et pas mon ancienneté. Je suis arrivée à 28 ans sur un poste de responsable, de chef de pôle, en étant la plus jeune de mon pôle et en étant la responsable. Ouais. Et on n'a eu avant aucune expérience en management, qu'une expérience sur la formation et les concours. Et ça, je dis souvent dans le privé, je ne serais jamais passée chef de service C'est à pas 28 faux. ans C'est vrai. sans C'est- aucune expérience préalable. Ça aurait été très difficile. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Effectivement. Et là, on C'est m'a vrai. donné ma chance. Et on m'a donné ma chance. Et en fait, ça fait 12 ans que en fait, Super. ma chance, elle est toujours... Enfin, on me l'a donnée et c'est incontesté. À partir du jour où j'ai eu mon concours, on n'a jamais remis en cause Exactement. le fait que je sois ou pas une bonne chef de pôle. Je comprends. Ouais, ouais. Et donc ça, c'était hyper important. Je me dis, à 28 ans, j'ai même pas 30 ans, j'arrive, C'est bonjour, clair. je suis votre Je chef. suis votre chef. C'est ça. Et tout le monde me regardait, je suis là, oh là là, qu'est-ce que je vais leur dire? Ouais, donc T'as il managé faut avoir avant? Non. faut avoir une force, enfin, un tempérament assez prononcé aussi. Exactement. Parce que c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Ouais, Et après, il faut savoir parler aux équipes. ouais. Bien sûr. Exactement. Faut Bien pas sûr. arriver en disant, alors attendez, Je suis la arrêtez-vous de chef. respirer. Je suis Regardez, là. regardez-moi, je suis la chef. C'est ça. Donc quand je vous dis, hop, vous respirez. C'est ça. Non, non, non. Comme quoi, en fait, l'âge en fait, ne signifie rien finalement. Absolument rien. Parce qu'on a tendance à croire que l'expérience ou la seniorité de quelqu'un fait que tu as peut-être ce pouvoir-là qui est légitime. Non. Et on se rend compte que quelqu'un de 28 ans, finalement, peut être un bon manager Exactement. avec le bon tempérament. Exactement. Ouais. C'est l'expérience qui compte. Après, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Exactement. Parce qu'en face de nous, on a des collègues qui, des fois, sont beaucoup plus sachants que nous. Exactement. Bien sûr. Je suis complètement d'accord. Et si on ne le reconnaît pas et qu'on ne se met pas dans cette configuration-là, Ça peut frustrer. ça frustre et le collègue et soi-même. Exactement. Donc moi, j'ai fait aucune formation management avant de prendre mes fonctions. Ouais. J'ai pas voulu. Et quand j'ai pris mes fonctions, j'ai fait une formation management. Et on m'a dit, Ok. mais pourquoi tu as fait l'inverse? Parce que en fait, je me suis dit, je ne peux pas... je ne vais pas aller faire une formation management pour apprendre à gérer des gens que je ne connais pas. D'accord. Je ne vois. sais pas qui est dans mon équipe, je ne sais pas quelle personnalité j'ai. Exact. Je ne veux pas me fixer, en fait, déjà une idée reçue. Alors, elle Je est comme comprends. ça, elle est comme Ouais, ça, lui, il ouais. est comme ça. Ouais. Je voulais d'abord les connaître Ouais. et après savoir comment je pourrais être un bon manager T'adapter, pour en eux. fait. Ok, très bien. C'est intéressant ça de se dire que j'essaie d'être un bon manager Toujours. pour Mon équipe. pour l'équipe que Ouais, j'ai ouais. plutôt que d'être un bon manager en général, ce qui en soi ne veut rien dire. Exactement. Ouais. D'accord. Donc c'est reparti pour 15 ans encore. On ne sait pas. Pour l'instant, je suis là. Je te taquine, je te taquine. Pour l'instant, je suis là. On ne sait pas pour combien de temps. hein. D'accord. Eh ben, Ça c'est évolue intéressant, tellement. ça. C'était super intéressant ce parcours. Merci à vous. Qui nous permet de sortir un peu des stéréotypes qu'on a généralement. Sortir un peu du privé et surtout de découvrir la fonction publique. Ouais. On a une partie, un Une type de partie, fonction de la exactement. fonction publique. Exactement. Euh, Et puis en fait, j'ai envie de soulever le point que finalement, on peut rester 10 ans, 15 ans, je sais pas moi, 17 ans dans sa société. Si on est content, qu'on est content de se lever le matin et qu'on aime sa fonction, bon, en fait, on s'en Y a fout un rien peu de du mal. dictat Exactement. des gens, en fait. Et puis aussi, il y a une fierté. Moi, je suis très fière de dire que je suis à l'Université Paris-Saclay. Bien sûr. Et on me dit, ah bon? Je dis, bah oui, nous, on a quand même un institut qui a beaucoup de médailles Fields, donc des récompenses. Oui, on a bien beaucoup de sûr. prix c'est Nobel. vrai, c'est vrai. On a quand même à Paris-Saclay, c'est là où Frédéric Joliot-Curie s'est Ah, installé avec sa oui, femme ouais, pour ouais. commencer. Donc en fait, on a toute cette histoire aussi du Exact. terrain, de là où Ouais, est-ce que ouais. l'on est.
Et quand on voit les personnes qui sont récompensées, quand on te dit « Ah mais oui, on a contribué à ce que le petit robot Rosetta, il parte », tu te dis « Ah, ça c'est nous !» C'est génial. Tu vois, donc, il y a cette image aussi qui est importante. Il y a une fierté, il y a une appartenance parce que ce sentiment-là, il te porte aussi. Exact. Tu es dans une structure qui est prestigieuse et qui est reconnue. Ben là, classement de Shanghai, le dernier, on était la première université française sur le classement. Et je crois qu'on est 13e au niveau mondial. Donc, franchement, c'est un privilège. Voilà. Et donc, ce petit laboratoire-là, l'IHSS qui a eu des médailles Field, et lui était premier au niveau mondial. Donc, tu te dis, ça c'est chez nous. Alors là, donc tu vois, tu as toute cette fierté et tu te dis, voilà, moi j'accompagne des personnes qui sont dans ces labos-là. J'accompagne des chercheurs qui sont dans ces structures-là. Et tu te dis, c'est trop bien. Tu vois, là, tu as la matérialisation de l'appartenance, en fait. Tu sais, quand tu dis on appartient à la société. C'est ça. Mais parce que tu le veux bien, tu vois. Et ça, c'est... Ok. Mais franchement, Cathy, merci pour ce Mais merci à vous de m'avoir reçu sur votre podcast. Franchement, j'ai plus de mots là. Je sors là avec une image, disons... différente. Un peu différente, un peu moins négative de la fonction publique. C'est vrai. Comme quoi, aussi dans le public, il y a moyen d'apprendre, de progresser, de s'épanouir. Ouais. Alors, vous me direz que c'est pas forcément pareil partout. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand c'est positif, il faut pouvoir le souligner. Tout à fait. Au début du podcast, on se posait la question de savoir comment est-ce que Cathy a pu passer autant de temps dans la fonction publique. Et bien maintenant, vous le savez, parce qu'en réalité, elle était dans une start-up dans le public. Exactement. Voilà. Ça, c'est une bonne conclusion, ça. Et bien merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Yann pour le canal Parcours avec Cathy, notre invitée. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Merci.